Le sponsor du jour, c'est un podcast de la banque HSBC. Je dis souvent que l'une des raisons pour lesquelles je fais le rendez-vous tech, c'est que je pense qu'on ne peut plus comprendre la société aujourd'hui si on ne comprend pas la tech. Et s'il y a un autre domaine qui est aussi important, voire même plus important, c'est évidemment l'économie. Et il y a un podcast qui a été créé par la banque HSBC qui est dédié au sujet et qui s'appelle Les nouvelles voies de l'économie. Dans l'émission, ils explorent des thèmes qui changent la manière dont on comprend la société et ils nous expliquent comment on peut tous prendre part à ces changements. Chaque épisode fait 10 à 15 minutes et vous trouverez l'émission dans votre app de podcast. Merci les nouvelles voies de l'économie et merci HSBC. Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode spécial du Rendez-vous Tech. On ne va pas couvrir l'actualité puisqu'on est dans les fêtes, en plein dans les fêtes de fin d'année et que vous passez de bons moments, vous vous amusez bien, vous êtes peut-être en train de partir ou de rentrer dans la famille, vous avez du temps à perdre et du temps à remplir et du coup vous vous êtes dit « Ah super, j'ai un Rendez-vous Tech !» Et oui, on est là, nous on ne prend pas de vacances, on enregistre des épisodes spéciaux super intéressants pour vous distraire et vous faire passer un bon moment. Et aujourd'hui, l'épisode spécial qu'on diffuse, c'est un épisode où on va parler d'administration, de culture de start-up et de comment les deux peuvent se rencontrer, ce que ça veut dire quand ils se rencontrent parfois. Et pour nous en parler, on a un podcasteur je vais le laisser se présenter peut-être lui-même. Benoît Curdi est avec nous. Comment ça va, Benoît ? Salut Patrick, très très bien, merci beaucoup de l'invitation, bonne fête à tout le monde aussi. Oui, alors effectivement, petite présentation rapide. Donc, je vais juste rappeler que vas-y. Je m'appelle Patrick Béja, effectivement, je ne me suis pas présenté. Donc pour ceux qui écoutent l'émission pour la première fois, bonjour, je suis l'animateur et le producteur de cette émission. Bonjour à tous, et Benoît est un podcasteur de longue date qui est dans l'émission, ou qui était dans l'émission régulièrement, mais qui a plus tellement le temps maintenant. Mais les auditeurs, beaucoup des auditeurs te connaissent aussi, donc c'est quelque chose qui n'est pas si surprenant. Mais oui, tu as changé de métier récemment, donc je te laisse faire ta présentation. Ouais, effectivement. Donc, si je dois me présenter rapidement, je travaille depuis de nombreuses années dans le monde de la tech, avec un intérêt pour tout ce qui est entre le côté IT et le côté humain. Alors, au début, j'ai commencé ma carrière dans ce qu'on appelle la linguistique computationnelle, c'est-à-dire comment on utilise les ordinateurs pour faire du traitement textuel, mais aussi de la voix, etc. Les trucs qu'on connaît bien aujourd'hui, qui sont sur tous nos produits. Et donc, c'était intéressant. Ça m'a amené chez Google pendant 3 ans environ en Irlande. Ensuite, j'ai lancé une start-up dans le domaine de l'analyse vocale, donc des choses qu'on a aujourd'hui qui était un petit peu trop. J'ai un peu mal calculé le timing, et puis peut-être que j'étais juste pas très bon là-dedans. Ouais, je pense qu'il y a peut-être aussi que c'était pas tout à fait ce pourquoi j'étais fait aussi, mais en tout cas, c'était extrêmement intéressant. Et puis, la dernière chose que j'ai fait avant de rejoindre l'administration fédérale, dont on parlera, c'est que j'étais secrétaire général d'une association qui s'appelle GUTMA, la Global UTM Association, et UTM, en fait, pour faire court, c'est les systèmes informatiques qui permettent d'intégrer les drones dans l'espace aérien. Et ça regroupait des startups, donc vraiment des toutes petites structures avec du VC funding, donc de l'argent des VC, et puis des grosses entreprises. Maintenant, il y a des sociétés comme Airbus qui sont dedans. Donc, c'était toute la gamme des personnes intéressées par ce sujet qui se mettent ensemble pour comprendre et parler aussi aux autorités et parler avec les groupes de standards, etc., etc. Donc, un monde très compliqué, très vaste, très riche, très passionnant, mais qui m'a fait remarquer qu'il y avait aussi besoin d'amener de nouvelles compétences chez les autorités. Et il se trouve que l'Office fédéral de l'aviation civile pour lequel je travaille était très en avance dans le domaine des drones et cherchait du monde. Et voilà, donc c'était une magnifique opportunité. Alors, je finis juste peut-être cette présentation par dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas du tout ma casquette de l'Office fédéral de l'aviation civile, donc je suis là en tant que simple citoyen. Voilà, c'est comment il y a toujours... Lisez n'importe qui a une bio Twitter, vous connaissez le truc, quoi. Voilà, je parle en mon nom, on va dire. Oui, mes tweets n'engagent que moi, mes podcasteries n'engagent que moi, dans ton cas. On est bien d'accord. Et pour ceux qui ne l'auraient pas compris, tu es effectivement dans l'administration suisse.
On n'a même pas dit le nom du pays, mais effectivement, donc tu es en Suisse. Ça me fait d'ailleurs très plaisir parce que ça nous permet de couvrir un petit peu plus que juste la France dans la francophonie, parce qu'on a des auditeurs qui viennent d'absolument partout. Et donc, est-ce que, comme je le disais en début d'émission, l'idée c'est de voir comment se confronte, c'est peut-être un terme un petit peu agressif, mais comment se passent les choses dans l'administration publique, parce que l'administration même privée, quand on passe dans les grandes sociétés, c'est encore un autre niveau une autre manière de travailler, on va dire, par rapport aux petits startups agiles. Mais dans l'administration publique, c'est vrai qu'on a beaucoup d'a priori et d'idées préconçues sur la manière dont ça se passe. Et il y a sans doute des points positifs, des points négatifs, des choses qu'on n'attend pas quand on passe de l'un à l'autre. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais et quel est ton rôle, en fait, maintenant, au quotidien? Ouais, alors avec plaisir. Pour donner donc le cadre, on a compris que je m'occupais de drones et de leur intégration. Il y a un mot qu'il faut comprendre qui va revenir, qui s'appelle U-Space en Europe. Et U-Space, justement, c'est toute une série de services qui permet d'arriver à ce but. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, typiquement? U-Space, c'est you, genre toi en anglais, ou c'est... Non, c'est U, trait d'union, Space. D'accord. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Il y a quelques années, à Varsovie, juste avant une réunion, il fallait trouver un nom pour ce programme. Il y avait un nom qui existait, qui était UTM, le Unmanned Traffic Management, mais qui avait été développé par la NASA et donc aux États-Unis. Et l'Europe s'est dit, attends, nous, on veut avoir notre propre nom parce qu'on a notre propre façon de faire, etc. Donc, ils ont trouvé ce nom et ça s'est un petit peu perdu. Pourquoi U-Space? Au début, c'était Urban Space. Après, il y avait un jeu de mots, You and Me Space. Enfin, d'accord. Bref, je crois que c'est ce genre de truc, tu sais, c'est des noms. C'est toujours intéressant de voir d'où ils viennent. Là, c'était un petit peu parce qu'il fallait trouver quelque chose. D'accord. Et ça a collé. Donc maintenant, on appelle ça U-Space. Et dans ces services U-Space, il y a typiquement l'enregistrement des opérateurs, qui sera obligatoire à partir de l'année prochaine, par exemple, dans toute l'Europe. Tu as l'identification à distance des drones, qui deviendra aussi obligatoire. Tu as aussi l'échange de plans de vol, par exemple. Et puis toute une autre série de services, le fait de confirmer que tu es bien là où tu as dit que tu allais voler, des choses comme ça. Donc c'est toute une série de services en réseau qui sont utiles pour à la fin assurer la sécurité, tant au niveau des vols qu'au niveau des gens au sol. Et aussi pour la police, etc. Donc c'est extrêmement vaste, ça touche beaucoup de monde et beaucoup de types d'opérations différentes, et c'est ça qui rend tout ça intéressant. Le but à terme, évidemment, c'est de permettre d'avoir tout ce qu'on a, la livraison de paquets, les drones taxis et tout ça. Dans notre monde, c'est des choses qui ne nous surprennent pas et sur lesquelles on travaille. Alors, oui, on l'a compris. En fait, tu fais l'interface entre le monde hyper compétitif, Startup Nation, des startups genre de drones, quoi. J'imagine qu'il y a d'autres choses, mais essentiellement de drones. Et l'administration qui a besoin de faire, de faire respecter la législation, peut-être. Je ne sais pas si tu es impliqué dans ce genre de choses, mais de faire évoluer la législation pour permettre l'évolution dans ces domaines. Oui, c'est le cas. Je pense qu'il est difficile, il doit y en avoir, mais il est difficile d'imaginer un contraste plus important, parce que s'il y a un domaine où les choses avancent très vite et les possibilités évoluent très vite, c'est celui de l'utilisation de la tech dans le domaine aérien, des drones principalement, légers plutôt, et puis peut-être dans le transport à plus long terme. Et quelque chose qui non seulement est un domaine de l'administration qui a une lourdeur by design, parce qu'il faut que les choses changent lentement pour qu'elles ne changent pas n'importe comment, mais qui en plus implique de la sécurité, et cet élément est d'une importance capitale. Donc le contraste est quand même grand, quoi. Oui, et alors, si tu veux, c'est un besoin qui n'est pas nouveau, mais qui devient de plus en plus pressant pour les administrations, c'est de savoir comment on peut évoluer
à la vitesse de la technologie. Alors pour prendre un exemple vraiment simple et dont on parle énormément ces temps, c'est les réseaux sociaux. Donc au début, évidemment, en tant que régulateur, tu te dis il faut laisser aller les choses pour comprendre et ensuite pouvoir réguler. Le souci qu'il y a avec cette façon de faire, c'est que si tu attends trop et s'il n'y a pas une capacité à réagir vite quand c'est nécessaire, eh bien on arrive dans des moments où on est tellement en retard que finalement on n'arrive plus vraiment à influencer. Et donc, on comprend tous, qu'on soit dans l'administration ou pas, qu'il faut cette capacité de l'État à réagir rapidement et de manière proportionnée, et pas trop vite, pas trop tard, à l'innovation. La question, c'est comment le faire. Ça c'est un des aspects. Mais peut-être j'aimerais aussi, pour celles et ceux qui sont intéressés par le sujet, citer quelqu'un pour commencer qui s'appelle Mariana Mazzucato. Alors pourquoi je parle d'elle ? C'est une prof, maintenant elle est italienne, de nom ça s'entend. Elle est prof à la London Business School. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle The Innovative State. Je crois pas qu'il est malheureusement The Entrepreneurial State, pardon. Il n'est pas traduit en français, je crois, mais elle montre comment finalement toute une série de technologies qu'on utilise aujourd'hui, alors le plus évident, celui qu'on connaît tous, c'est Internet, n'aurait pas pu être créé par le secteur privé uniquement. Il faut une collaboration entre l'État et le privé pour que ça arrive. On ne peut juste pas faire autrement. Et je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant. Donc l'idée, pour moi, c'est pas de voir comment on amène l'innovation dans l'État pour être plus efficace, mais c'est de voir comment des structures gouvernementales peuvent collaborer avec l'industrie pour amener les nouvelles innovations qui sont justement contrôlées. Alors après, le monde n'est jamais parfait, mais tu vois l'idée. Donc mais il y a un équilibre à trouver là, effectivement. Exactement. Ce qui est sûr, c'est que, comme tu le disais, on le constate tous les jours, même dans l'émission, on en parle tout le temps. L'innovation, je ne sais pas si on peut dire s'accélère, mais en tout cas, l'innovation est assez rapide. Et l'État, je l'évoquais, c'est intentionnellement que les choses ne peuvent pas bouger trop vite parce que sinon on peut avoir des conséquences politiques qui sont néfastes et les contre-pouvoirs font que les choses ne peuvent évoluer que relativement lentement, qu'il faut trouver des compromis, qu'il faut être d'accord, qu'il faut que de nombreuses personnes soient d'accord. C'est pas facile, mais c'est conçu comme ça pour une certaine raison. Et effectivement, on se rend compte aujourd'hui, en particulier, il y a eu des étapes d'innovation par le passé technologique dans les derniers siècles. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça va peut-être plus vite. Et on se rend compte, l'exemple le plus important, c'est celui des réseaux sociaux où les choses sont allées tellement vite que c'est peut-être un petit peu difficile à influencer. On va parler... Peut-être un des aspects, si je dois te dire, pour qu'on rentre directement dans les sujets qui sont délicats. Je voulais te poser la question, tu vas me dire si on peut en parler avant ou après, mais peut-être faire un court rappel de l'état de l'industrie aérienne tech, donc les drones. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire vraiment aujourd'hui ? Parce qu'on a beaucoup de fantasmes sur le futur, d'idées peut-être un petit peu irréalistes sur ce qu'il est possible de faire aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux parler de ce sujet que tu voulais évoquer avant ou si on évacue cet aspect pour que les gens sachent de quoi on parle, quoi. Non, tu as raison. Parlons de ça avant. Je pense que si on veut faire très simple, aujourd'hui, l'industrie des drones est principalement opérée par des personnes. Alors, évidemment, pour le loisir, pour prendre des photos de vacances. Mais si on parle du côté commercial, par des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir un drone qui va très loin. Alors, qui c'est, par exemple, typiquement les géomètres qui vont aller faire des inspections. Donc, ça inclut aussi les métiers comme les architectes, toutes les personnes qui font des films, etc. Donc, en gros, eux, ils ont besoin d'avoir un drone qu'ils peuvent piloter à vue parce qu'ils ont quelque chose à filmer ou à prendre qui est proche. Ça, c'est une première partie. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Je veux dire, c'est devenu un outil. Il y a une grosse conférence qui s'appelle Intergeo, qui est pour les géomètres. Je dis Geo parce que c'est en Allemagne. D'accord. Là, les drones, c'est un outil, mais ils l'ont dans le coffre, comme ils ont plein d'autres outils plus ou moins chers dans le coffre, et c'est pas plus, pas moins que ça, quoi. Par contre, il y a d'autres besoins qui arrivent, qui sont des besoins d'aller plus loin, typiquement pour ce qu'on appelle les inspections linéaires. Alors, sous ça, c'est simplement, par exemple, les voies de chemin de fer.
les pipelines, les oléoducs, tout ce qui est électrique, etc. Donc là, on a besoin de voler longtemps et loin pour faire des inspections. Il y a une société française qui tire son épingle du jeu là-dedans. Elle s'appelle Altametris. À l'origine, elle vient de la SNCF, donc le lien est assez évident. Typiquement, c'est le genre de société qui arrive à faire, parce qu'ils ont une compétence de convaincre et de faire les choses bien, qui convainc l'administration. Eux, ils font des vols à distance de manière régulière. Donc, c'est pas une start-up qui a un rêve. C'est des gens qui volent tous les jours pour vraiment rendre des services de manière commerciale. Donc, ça, c'est un petit peu l'état d'où on est. Et puis, évidemment, derrière, on a d'autres qui arrivent. Typiquement, Amazon a un centre aussi en France pour tout ce qui est l'intégration des drones. Mais eux, ils veulent évidemment livrer leurs paquets. Donc, c'est pour de la logistique. Et il y a d'autres sociétés comme Lilium, peut-être pour en citer une, qui est en Allemagne, qui veut faire des transports de personnes. Donc, on voit que il y a tout un écosystème qui se développe. Et quand tu dis qu'il veut faire, excuse-moi, quand tu dis qu'il veut faire du transport de personnes, là encore, c'est des choses qui sont à quelle étape ? Alors voilà, donc les deux premiers que j'ai cités, elles existent, elles se font, elles se développent. Mais elles se développent, genre elles font vraiment elles transportent des gens commercialement ? Alors non, pas celle-là. Ah oui, la livraison de paquets et la livraison de personnes. Donc la livraison de paquets, ça arrive. Il y a déjà des endroits dans le monde où ça se passe. Donc on voit les premiers points. Par contre, la livraison de personnes, le transport de personnes, ce qui est juste aussi. Hein. Mais le transport de personnes, ça, c'est l'étape expérimentale qui pose beaucoup de questions intéressantes parce que pour un petit pays comme la Suisse, qui a une très bonne infrastructure, par exemple, évidemment, est-ce que c'est intéressant ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Les questions qu'on se pose comme régulateur là-dedans, c'est pas tellement que ça vole. Et je pense que beaucoup de gens se disent on va passer beaucoup de temps à regarder que ça vole. Oui, évidemment, on le fait. Mais il y a d'autres questions toutes bêtes qui se disent... Tu veux dire que ça vole bien, que ça s'écrase pas ? Exact, ouais. Ouais. Tu vois, ça, je veux dire, c'est un peu la base. Mais les questions qu'on se pose, c'est de se dire, OK, maintenant, sur le toit de ton immeuble, tu as accès à un service Uber drone. Mais qu'est-ce qui se passe si tu as quelqu'un complètement sous dans cet Uber drone qui fait des problèmes ? Dans le Uber normal qui est par terre, tu le sors de la voiture et puis voilà. Mais quand tu es en l'air, c'est plus compliqué. Donc, est-ce qu'il faut commencer à avoir l'identité des personnes ? Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent sur qui va piloter, mais aussi sur qui va aller dedans, sur où tu as le droit d'arriver, sur les infrastructures au sol qui vont avec. Donc, ça, on est encore dans le monde qu'on ne connaît pas. Mais il y a des gens qui travaillent dessus. Ok, bon écoute, très intéressant. Donc essentiellement pour la pratique, c'est la livraison d'objets qui commence à arriver dans la réalité, mais il y a quand même, comme tu le disais, des gens qui réfléchissent à résoudre les problèmes avant qu'ils se posent. C'est marrant, il y a quelques semaines, on évoquait dans l'émission le comité pilote d'éthique en France qui commence à réfléchir aux questions d'éthique de la tech. Et ce qu'on disait, c'était que oui, c'est peut-être pas mal d'y réfléchir effectivement avant que les problèmes se posent, contrairement à ce qui s'est passé. Et c'est pas un reproche, on savait pas vraiment que ça allait se passer comme ça, donc c'est facile de dire maintenant il aurait fallu. Mais bon, en tout cas là, contrairement à ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux, là on se dit on va réfléchir aux conséquences avant. Et c'est ce que vous faites aussi, et de manière très pratique, j'ai l'impression, peut-être un petit peu plus pratique que philosophique chez nous. Et donc tu voulais évoquer tout à l'heure une question problématique, je ne sais pas si je t'ai fait oublier la chose. Non, c'est juste, mais je crois qu'il y a une question qui revient souvent quand je vois sur les réseaux sociaux des personnes qui s'expriment sur la relation du gouvernement à l'industrie. On part souvent sur la question des lobbies. On dit voilà, les lobbies, c'est des affreux, ils viennent influencer le gouvernement pour que la société serve leurs besoins à eux, etc. Ce qui n'est pas toujours faux. Je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose qui peut exister, mais je pense que c'est important de cadrer ça différemment. Le gouvernement, comme toute institution humaine, a besoin d'avoir des ponts vers la société civile pour comprendre ce qui se passe. Parce que la dernière chose qu'on veut, et ça je pense qu'on pourra tous être d'accord, c'est un bureaucrate, alors dans son bureau, que ce soit à Berne, à Paris ou à Helsinki, qui d'un coup réfléchit, décide tout seul en écrivant sur le papier, les règles, ça va être ça. Donc ça, je pense qu'on est d'accord que la situation initiale, on n'a pas envie de ça. Ou ceux qui ont envie de ça, je suggère de réfléchir aux conséquences de ce que ça voudrait dire. Donc on a besoin de ces liens.
Alors évidemment, comment on les gère? Ça, c'est la grande question. Ben, il faut travailler avec des sociétés. Et du moment qu'on travaille avec des sociétés, il y a du lobby qui arrive. Parce qu'elles vont venir nous dire, Il y a voilà ce qu'on a besoin. forcément un minimum d'influence. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, ce qui est important, c'est pas tellement le lobby qui est mal. Donc, c'est la transparence. Pour donner un exemple concret de comment nous on travaille avec ça, on travaille énormément avec l'industrie et ça inclut donc les startups et des petites sociétés locales, etc. Mais ça inclut aussi des sociétés comme Google, Amazon, Uber et autres. Mais l'idée, c'est on travaille ensemble sur des projets concret. Donc typiquement, on a dû mettre en place, enfin on veut mettre en place en Suisse l'identification à distance des drones. Donc on a ouvert une sorte, c'est pas des hackathons, mais c'est des journées de test. Donc c'est un petit peu des hackathons où on va inviter toutes ces sociétés à travailler ensemble sur des standards donnés pour nous montrer comment ça fonctionne. Et quand on fait ça, non seulement on a le côté... C'est une sorte de marathon de démo, quoi, pour que vraiment vous compreniez dans la pratique les choses, c'est ça? Voilà. Donc c'est vraiment, on se met ensemble et puis un jour, on travaille de manière pratique sur des sujets techniques ensemble, mais pas de manière haut niveau, mais en les testant sur le terrain. Et puis, on apprend énormément de choses. Donc ça, c'est la façon dont on parle d'interface entre l'État et la tech. Pour moi, c'est exactement ce dont on a besoin de plus. Tu peux pas seulement parler, etc. Donc, tu dois avoir à un moment donné cette nouvelle façon de faire qui arrive. Hein. Je sais que c'est... Et c'est nouveau, ça? C'est une manière de faire qui n'était pas en place avant? Alors, c'est nouveau plus ou moins. C'est-à-dire que ce qu'on a déjà tout le temps eu, c'est le côté standard. Donc, tu as toujours eu les gouvernements qui faisaient partie de ces groupes de standards et donc là, qui avaient des liens avec l'industrie. Après, de les tester ensemble et rapidement et de manière itérative, ça, c'est relativement nouveau. Parce que souvent, l'idée, c'était de se dire, venez vers moi quand la solution est prête. Enfin, je ne vais pas regarder 25 fois ce que vous faites. Quand c'est prêt, que vous êtes d'accord, venez, puis moi, je fais. Ce qui n'est pas bête si on a le temps. Mais quand on est en train de se dire comment je suis beaucoup plus rapide, tu dois toi-même être beaucoup plus près de l'action. Donc, c'est-à-dire que vous regardez des nouvelles technologies pendant qu'elles sont en train d'être développées. Comme ça, vous pouvez... C'est pas seulement l'industrie, tu me dis si je comprends bien, hein. C'est pas seulement l'industrie qui vient vous dire voilà ce qu'on est en train de faire et on vous montre comment ça marche, mais vous avez vous aussi des retours pendant le développement pour dire oui, ok, alors ça, ce que vous faites, c'est pas mal, mais là, si vous le faites comme ça va poser tel problème. Donc, est-ce que vous auriez une solution pour l'éviter? C'est comme ça que ça fonctionne? Exactement ça. Et ça, c'est relativement nouveau parce que voilà, ça demande d'être aussi de comprendre ce qui se passe et d'être plus proche. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tu regardes au niveau de comment c'est structuré. Il y a des pays et c'est là où il faut quand même reconnaître aux États-Unis un certain, ils sont doués pour la transition des technologies. C'est-à-dire que dans notre monde, la NASA a fait énormément de travail sur l'intégration des drones dans l'espace aérien parce que la NASA, il y a deux A. Mais un, c'est airspace. Donc, un, c'est pas que le space, mais l'autre, c'est l'administration airspace et space. Donc, ils s'occupent de tout ce qui est, le trafic aérien. Et la NASA a fait énormément de travail. Ils ont énormément mis l'industrie ensemble. Ils ont beaucoup travaillé. Et ce qui est arrivé après, quand ils ont été plus ou moins d'accord, ils ont été vers les autorités américaines, qui s'appellent la FAA. Vous connaissez peut-être, si vous suivez maintenant l'histoire de Boeing, vous les voyez souvent cités. Mais la FAA a pris le travail de la NASA. Ils ont tout un système bureaucratique, bref, on ne va pas rester là-dedans, mais qui permet de faire la transition entre la NASA et la FAA. Et du coup, quand la FAA commence à se mettre en marche, ils se mettent en marche déjà sur des systèmes qui sont testés, compris, packagés, si on veut dire, pour l'administration. Et donc, ça leur permet d'être incroyablement plus efficaces que ceux qui devraient commencer de zéro. Donc là, si on regarde au niveau de la construction d'un pays et disons que la compétitivité d'un pays, c'est un modèle qui a, en tout cas dans notre milieu, extrêmement bien fonctionné. C'est marrant parce quand on entend les Américains parler du gouvernement et de l'administration, on n'entend que des plaintes et des histoires horribles. Et moi, ça m'horripile systématiquement, surtout en tant que Français, quand je les entends. En fait, ils ont une sorte de peur du gouvernement qui est maladive et qui est caricaturale à un point. Même les gens qui disent « Ah bah oui, il faudrait un peu plus de régulation », ils enchaînent dans la phrase en disant
Mais ça serait quand même pas une bonne idée que le gouvernement se mêle d'Internet, tu sais, il y a aucune logique et c'est assez horripilant. Et là, ce que tu me décris, c'est quand même un système qui a l'air non seulement bien pensé, mais en plus hyper efficace, quoi. En tout cas, c'est le système qui font qu'ils sont nettement en avance sur l'Europe au niveau technique. Je veux dire, là, c'est objectif. On peut pas, je veux dire, je suis pas en train de donner mon avis. Je veux dire, ils sont clairement leaders là-dedans parce qu'ils ont une construction. Et oui, donc tu penses que c'est au moins en partie grâce à cette infrastructure étatique qui est bien conçue, quoi. Enfin, semi-étatique, quoi. Ouais. Alors, c'est toujours un peu la même chose. Il y a jamais qu'une chose. Effectivement, il faut avoir ça. Et puis, il faut avoir les industries qui sont prêtes à investir et qui ont les bonnes personnes pour mettre dans les groupes de standards. Parce que, voilà, les standards, c'est peut-être une des choses sur lesquelles on a tendance à dire, bon, c'est pas très intéressant. Mais si vous voulez voir où vraiment est une industrie et si vous voulez l'influencer vraiment, il faut être dans les groupes de standards. Donc moi, c'est une des choses dont je m'occupe énormément. Je participe aux réunions, etc. Parce que c'est là où on cristallise le tout. Et c'est donc c'est fascinant. Il y a souvent des personnes extrêmement intelligentes. Ils envoient les bons ingénieurs. Et les pays qui envoient, ou les sociétés qui n'envoient pas des personnes qui sont prêtes à vraiment être très actives, eh ben, souvent perdent complètement. Et donc là, c'est une autre couche. Les États-Unis sont très forts. L'industrie comprend très bien comment gérer les groupes de standards. Donc là, c'est une autre couche aussi qui est extrêmement importante. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de facettes. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup, en quelques mots, si c'est possible, pourquoi les groupes de standards sont si importants? On sait tous de quoi il s'agit. Hein. Il y a des groupes de standards qui gèrent des protocoles comme de notre quotidien. C'est tout bête. Bon, j'imagine qu'il y a des choses un peu plus obscures, mais le Wi-Fi, par exemple, c'est défini par un groupe de standards auquel participent de nombreux membres de l'industrie. L'USB, c'est pareil. Toutes ces normes sont définies par des groupes de standards qui travaillent ensemble dans l'industrie, et j'imagine avec les gouvernements, pour établir des protocoles qui seront ensuite utilisés par tous les acteurs de l'industrie. Donc, tu dis qu'ils sont essentiels. Alors effectivement, on entend souvent parler de standards pour ce que tu viens de citer, et c'est tout à fait juste. Il y a des standards industriels, donc c'est-à-dire que c'est juste l'industrie qui se dit si on se met d'accord, ben ça va être moins cher, plus facile, plus efficace pour tout le monde, donc allons-y. Et puis il y a des standards qui sont de type régulatoire, c'est-à-dire que un texte légal va pointer vers un standard en disant et la façon dont vous devez le faire, c'est en utilisant tel ou tel standard. Alors après, il y a dans le monde des standards, évidemment, les gens qui connaissent vont dire oui, mais c'est pas vraiment le standard, on pointe vers ce qu'on appelle des minimum operational performance. Bon, bref. On se comprend. D'accord. Là, on reste. Oui, le standard, c'est riche et compliqué, évidemment. Mais en gros, donc le gouvernement va pointer vers un standard et une fois que c'est dans la loi, tout le monde doit le faire, qu'on soit content ou pas. Donc si, évidemment, l'industrie se dit, si j'arrive à faire passer dans le standard ce que j'aime bien et ce que j'ai déjà fait, je vais énormément gagner et tout le monde va devoir s'adapter. Donc c'est là où il y a, du côté du gouvernement, une grande attention à avoir à pas accepter des standards qui sont pas bons, mais aussi un grand incentive, donc des grands gains pour l'industrie. Des motivations, exactement. À influencer ces groupes de standards. Et l'idée, c'est qu'avant, on pouvait aller de manière séquentielle. Donc, on avait un produit. Dans l'aviation, en général, on prend du temps. Donc, on a une idée, on fait un standard. Après, on peut pointer vers le standard. Mais de nouveau, ça prend des années et des années parce que tout est lent. Donc, maintenant, pour être plus court, on ne peut pas compresser le temps de faire un standard. Ça demande énormément de travail. On ne peut pas compresser le temps de faire une loi. Ça prend énormément de temps. La seule façon, c'est de le faire en parallèle. Et du coup, ça demande d'avoir beaucoup de ponts entre les deux et de travailler de manière très proche. Et c'est comme ça qu'on arrive à être plus rapide. Mais c'est clair qu'il faut être à beaucoup d'endroits à la fois. Donc, c'est ça qui est vraiment passionnant, tu vois. Ouais. Non, mais oui, tu sais, on n'a même pas vraiment, c'est ça que j'aime bien avec les discussions de ce type, on n'a même pas vraiment commencé à aborder les sujets que j'avais spécifiquement décidé d'évoquer, et juste la richesse de ce que tu nous racontes est hyper informative, et je comprends mieux beaucoup de choses que je connaissais de manière très périphérique, donc j'espère que ça aide les auditeurs aussi à mieux comprendre tout ça, mais je vais quand même te poser une question qui est un petit peu provoque.
tu viens du monde de l'innovation, des startups, de la tech. Alors, tu as eu quelques interactions quand même avec l'administration par le passé, mais un jour, tu acceptes ce nouveau poste et un lundi matin, tu arrives au boulot et tout à coup, tu travailles dans le public. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attendais qui se sont produites, qui t'ont surpris, qui se sont pas produites, des manières de faire qui t'ont étonné en bien ou en mal? Comment s'est passée cette confrontation concrète? Ouais, alors c'est vrai qu'il y a des choses qu'on m'avait dit et qui sont tout à fait vraies. Alors là, avec tout le respect et tout l'amour, hein, pour mes collègues qui m'écouteraient, c'est vraiment avec beaucoup d'amour que je vais le dire. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont... Alors typiquement, tout ce qui est informatique, c'est inutilisable par rapport au monde. Je veux dire, les Slack... mais c'est même pas que les gens connaissent pas, c'est que on est 3 générations avant, quoi. Mon ordinateur du bureau, c'est une brique, ça sert à rien. On a Word, mais même pas dans le cloud. Enfin bref, c'est le côté informatique, c'est vraiment tout ce qu'on imagine. Et oui, ben ça a un impact sur la performance. C'est-à-dire que tout est tellement sécurisé. Qu'est-ce que tu utilises? Ah, mais c'est intéressant, ça. C'est tellement sécurisé, mais c'est important que ça soit sécurisé dans l'administration. On ne dirait pas le contraire. Mais il y a des moyens de faire sans... Tu veux dire qu'il y aurait des moyens de faire en ayant des outils plus récents et en restant sécurisé. C'est du sécurisé naïf, c'est-à-dire qu'on va te dire... Parce que moi, je dis, oui, mais attendez, je dois bosser avec Google Drive, par exemple. Et bien, ils me disent, ben, ça, il faut faire sur l'ordinateur de la maison. Je dis, mais donc, du coup... La sécurité pour vous, c'est mon ordinateur de la maison où j'installe tout ce que je trouve. Je mets tout le temps oui. Est-ce que vous voulez installer la barre sur Internet Explorer? Et d'ailleurs, je dis Internet Explorer, on travaille avec Internet Explorer pour te dire. Donc, on a Internet Explorer 11 points ou 10 points. Donc, tu vois. Vous avez quelle version de Windows? Je crois qu'on a la dernière. On doit avoir quand même, Windows 10, ok. Windows 10, Internet Explorer 10. Mais toi, quand c'est la dernière fois que tu as utilisé Internet Explorer? Non, je m'en sers de temps en temps. Il est pas si mal le Internet Explorer de maintenant. Bon, il passe à Chromium, mais... Non, mais le vrai Internet Explorer, pas ce qu'il y a eu après. Pas Edge. Non, oui, je te parle pas de Edge, je te parle du vrai bleu, tu sais, le logo avec le petit truc jaune autour, là. Ah, oui, non, effectivement, ça fait un petit moment. C'est de celui-là que tu parles, ok. Tu vois, on se comprend même pas, en fait, d'accord. Non, mais c'est là où je choque. Mais moi aussi, j'aurais compris comme toi. Je dis, ah ouais, tu vois, oui, il veut dire Microsoft, quoi. Non, le truc de nos grands-parents, quoi. D'accord, donc les outils, donc vous avez Word installé sur l'ordinateur, pas de possibilité d'accès au cloud, tout ça. Donc les outils, effectivement, sont pas au niveau. C'est ce que... Voilà. Alors, ça s'améliore, hein, mais ça, si tu veux, c'est là, quand tu arrives d'un milieu très agile où tu installes 12 outils par jour et puis toi, peut-être un peu dans l'autre extrême, c'est vrai que là, t'es calmé d'entrée de jeu, quoi. Là, il n'y a pas de discussion. Je précise, comme tu l'as évoqué, mais c'est pas juste une question de snobisme, de tech hipster qui veut installer Slack parce que y a des raccourcis pour mettre des gifs marrantes. C'est que ça a un vrai impact sur la productivité aussi. Alors, pas juste pour être... Ouais. Je peux confirmer, sincèrement, pour avoir vécu les deux. C'est vrai que tu sais pas tant que tu l'as pas fait, mais là... moi, je leur dis, hein, je pense que je suis 20% moins efficace à cause de l'informatique. Ce qui est énorme. Le temps perdu, c'est non seulement le temps perdu objectif, puis tu sais, la charge mentale, c'est absolument incroyable. Mais peut-être l'autre truc qui est aussi vrai, c'est l'unité de temps. Qu'est-ce que c'est une unité de temps dans une société? Dit tout le reste sur comment tu imagines ta fonction. En général, dans le monde des startups, si tu demandes une demi-heure à quelqu'un, ou toi, dans le monde des entreprises un peu rapides, c'est beaucoup. Donc, quand tu demandes une demi-heure, tu as un vrai truc à dire. Je t'essaye de faire aussi vite que possible. Dans l'administration, notre unité de temps de base, c'est 1 heure, 1 heure et demie, et les réunions de 2 heures sont vraiment très, très, très courantes. Ce qui est aussi quelque chose très courant, 2 heures. Ah ouais, 2 heures, moi j'en ai plusieurs par semaine, mais à l'aise, quoi, vraiment, tu vois, c'est pas... Donc, 1 heure et demie, 2 heures, c'est vraiment une unité qui est pas du tout... Donc, si je vais vers un collègue et je dis, je vais prendre 1 heure et demie de ton temps demain, si la personne est disponible, ils vont pas me dire, mais 1 heure et demie, mais t'es fou, t'as complètement perdu la notion des choses. Non, chez nous, c'est, ok, d'accord, très bien. Alors, on va, et on se pose, et puis on discute, et puis on réfléchit. Alors,
pour être juste, pourquoi c'est souvent aussi long? C'est qu'il faut regarder les choses sous tellement d'aspects que c'est compliqué. Il y a toujours une loi, il y a la loi. Nous, typiquement, on n'est pas que dans l'aviation. On a les lois sur la nature, les lois sur les finances, les lois sur la protection des données, les lois. Donc, il y a toujours tellement de couches que c'est vrai qu'en une demi-heure, tout ce qu'on peut faire, c'est lister les problèmes, les difficultés. Donc, c'est pas forcément... Voilà, faux. Mais c'est vrai que c'est du coup un autre rythme de manière générale. Et puis, mais peut-être pour dire aussi une autre chose qu'on m'a dit, et qui est vrai, c'est que c'est clair que du coup, l'avantage du gouvernement, c'est qu'on a accès facilement à tout le monde. Donc, le carnet d'adresses et la position du gouvernement fait qu'on peut très facilement accéder à tout le monde. Alors ça, dans le monde des startups, pour avoir accès, ça peut prendre des jours. Et là, on perd beaucoup, beaucoup de temps. Il faut des introductions, il faut être malin, il faut feinter, il faut trouver, il faut aller aux conférences. Ça, dans le gouvernement, c'est pas le cas. C'est rarissime alors, on demande que quelqu'un prenne pas ton appel, quoi. Tu veux dire, là, si tu décroches ton téléphone, on va te donner accès à la personne et il sera disponible ou elle sera disponible pour un rendez-vous. Et c'est vraiment ça, concrètement, que tu es en train de nous dire, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, c'est là où on gagne du temps par rapport à mon expérience dans le monde privé, ou si tu n'es pas énorme, ça peut être, en tout cas en tant que start-up, c'est vite très, très compliqué d'avoir accès. Oui, donc, on pense vraiment aux petites startups qui n'ont pas pignon sur rue. On ne parle pas de Google. Ou là, effectivement, si Google Apple quelqu'un, j'imagine qu'il décroche. Mais quand tu es super drone et que tu as 2 employés et que tu viens lever ton round de Love Money ou de VC, c'est un peu plus compliqué, ouais, je comprends. Tu peux avoir la dernière version de Slack, que je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais tu vois, ça ne va pas t'ouvrir les portes. Ça ne va pas t'aider à parler à la personne à laquelle tu veux parler, effectivement. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est un milieu comme ça où c'est vrai que c'est clairement différent, il y a des choses qu'on imagine, mais par rapport à ce qu'on m'avait dit, c'est clair qu'il y a une inertie donc, qui s'exprime sur les outils, sur le temps. Donc, l'inertie, elle est un petit peu mais un peu par design. Hein. C'est pas que parce que voilà, les gens veulent pas. Un petit peu aussi, faut être honnête. Il n'y a pas que des gens hyper motivés dans l'administration. Ça, faut pas mentir. Mais un peu aussi, c'est parce que voilà, il faut le temps de digérer, il faut le temps d'être sûr que tout le monde a coordonné. Donc, on passe énormément de temps à coordonner avec tout le monde. Et ensuite, là, tu avances. Mais quand tu avances, une fois que tu as dit des choses, tu vois, c'est réglementaire. Donc, c'est vrai que ça s'implique à tout le monde. Alors, c'est bien, comme tu l'as mentionné au début de l'émission, il faut prendre le temps. Ça, c'est vrai aussi, et c'est des choses que j'apprends. Donc, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu as dû avoir des conversations avec tes supérieurs qui t'ont dit, écoute, Benoît, je sais que dans ton ancien boulot, ça se passait comme ça, mais ici, pour telle et telle raison, il faut quand même mettre un petit peu le pied sur le frein de temps en temps, quoi. Est-ce que tu as eu des conversations un petit peu awkward comme ça? Bon, moi, je suis dans une équipe qui s'appelle Innovation et Digitalisation l'unité. Donc, ils sont vraiment incroyables. Ils sont pas comme ça. Ils sont très rapides. Mais on nous dit ça à tout le monde, tout le temps. Oui. Enfin, à notre équipe en général. Mais nous, on est là pour ça. Donc, si tu veux, on a été c'est l'équilibre des pouvoirs by design, là encore, quoi. Exact. Il faut que des gens poussent parce que sinon, quand tu as de l'inertie et que personne pousse, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que on nous dit attends, les sauvageons là, on va se calmer, on va prendre le temps, on va respirer, mais on continue à pousser, c'est pas grave. Et du coup, d'où vient cette volonté? Je suis curieux parce que il faut qu'il y ait quelqu'un, là encore, dans une entité qui est un petit peu, comment dire, c'est un peu comme de la pâte à modeler, quoi. On peut pousser, mais ça va pas forcément avancer, ça se déforme. C'est l'image qu'on a souvent du gouvernement et de l'administration publique. Est-ce qu'il y a... C'est venu d'un ministre qui a senti ses besoins? D'où est venue en fait cette volonté de placer au sein de cette administration un groupe qui justement va pousser les choses? C'est marrant, je vais faire un petit détour. Ouais. Est-ce que tu connais la série Buffy? Les vampires. Oui, la tueuse de vampires, la chasseuse de vampires. Il y a un spin-off de cette série qui s'appelle Angel.
Et dans la série Angel, l'un des vampires, qui est un vampire un petit peu spécial, qui se bat contre l'empire du mal et des démons, est invité à devenir en fait une unité particulière dans ce qui est littéralement la société des démons dans le monde. Tu vois, il y a une société qui gère les activités démoniaques. Et il y a quelqu'un dans cette société qui lui dit « Écoutez, Monsieur Angel, vous vous battez contre nous depuis longtemps, pourquoi ne pas venir dans la société et changer les choses de l'intérieur ?» Et c'est vrai que parfois, de l'extérieur à se battre sans relâche contre les forces du mal, peut-être qu'on n'a pas autant de résultats que si on essaye de venir de l'intérieur et que dans une organisation de ce type, je parle toujours de l'entreprise démoniaque mondiale du monde de Buffy et les vampires, s'il y a une personne à la tête qui se dit « Bon, il faut qu'on change, il faut qu'on évolue, mais ça va pas se faire tout seul », on va inviter quelqu'un qui est peut-être un petit peu notre ennemi à l'intérieur, et cette personne va, par ce jeu d'équilibre des pouvoirs, ou cette équipe, va pousser et réussir, pas autant qu'il ou qu'elle le voudrait, mais pousser dans le bon sens. Donc, je reviens à la question que je te posais. L'analogie s'arrête à l'équilibre des pouvoirs, puisque évidemment, je ne décris personne comme l'entreprise démoniaque, mais tu remarques que je dis l'entreprise pour compenser un petit peu mon analogie, mais est-ce qu'il y a eu vraiment quelqu'un qui s'est dit on va placer un groupe, on va embedder un groupe dans l'administration pour qu'il nous pousse parce que c'est nécessaire, même s'il va y avoir des clashs par moment? Comment ça s'est fait? Je pense que Angel a presque tout dit. Alors c'est vrai que c'est très intéressant. Hein. L'administration en tant qu'entité a énormément de pouvoir, mais il y a une limite. Donc nous on peut faire beaucoup de choses, mais la limite claire, et là c'est la limite, c'est le genre de limite où on te licencie si tu la suis pas, et c'est qu'il faut quand même pousser pour être licencié dans l'administration, mais c'est de se prendre pour des politiciens. C'est-à-dire de dire non, mais la société doit aller dans telle direction. Donc nous, la direction, dans l'administration, on ne peut pas la choisir et ça, c'est donné. Donc ça vient évidemment du politique. Alors, d'abord d'une volonté du Parlement qui a exprimé de dire la Suisse doit avoir une stratégie numérique, par exemple. Voilà. Et ça, après, donc du coup, après, il y a une ministre. À l'époque, c'était une ministre qui s'appelait Doris Leuthard qui a dit oui, et moi, je suis en charge des transports, donc je vais décliner ça dans mon département. Donc il y a une personne dans le département des transports qui supervise l'innovation de manière générale, mais elle a dit, je veux aussi, dans les départements, promouvoir ça. Mais après, comme on est en Suisse, je ne sais pas comment ça se passe en France, il y a très peu de décisions du haut qui sont implémentées toutes seules. Donc, du coup, là, il y a des collègues qui ont vu cette opportunité, qui ont dit, nous, on veut faire ça. Et donc, ils se sont battus en interne pour que ça arrive, sachant qu'il y avait une volonté politique. Et donc, si tu veux, c'est les deux. Que par le haut ou que par le bas, ça ne fonctionne pas dans l'administration. Tu es toujours obligé d'avoir le sandwich. Et c'est ça qui est dur. C'est que, tu vois, c'est quand même des constellations pas faciles à créer d'avoir tant en haut qu'en bas un accord. Et du coup, après, tu peux passer. Donc, c'est vraiment comme ça que tu arrives. Mais c'est vrai que le rôle de l'administration, une fois que tu as la volonté politique, tu peux faire énormément de choses. C'est-à-dire parce que tu écris les arrêtés, et ça, tu n'as plus besoin de faire voter par le Parlement. Donc, toi, il y a quand même des choses qui sont déléguées à l'administration et qui après ont un impact sur tout le reste. Donc, il faut voir que quand tu écris la loi, je ne sais pas à quel point tout le monde est au courant ou à quel point c'est évident ou pas, mais il y a des lois de base et puis après les arrêtés, mais ça, c'est que l'administration qui les gère. Mais donc, effectivement, pour implémenter ce changement, comme tu le dis, il faut qu'il y ait une volonté politique à la base et il faut que les employés, enfin pas les employés, mais le terme m'échappe. Les fonctionnaires. Les fonctionnaires, merci, saisissent cette opportunité et donc aillent à la rencontre de cette volonté politique. Tu sais, c'est marrant parce que je suis convaincu que si on quitte un petit peu le monde des startups, il y a beaucoup d'auditeurs qui vont entendre tout ça et qui vont se dire, mais en fait, moi, dans ma grande société, qui est une société avec des dizaines de milliers d'employés, ça marche un petit peu comme ça aussi, quoi. Les choses ne se font pas s'il n'y a pas cette rencontre entre la volonté de la direction, mais aussi une opportunité qui est saisie par des employés qui vont vouloir s'aligner sur la chose et proposer des choses dans cette direction, parce que sinon, on peut pousser autant qu'on veut et on peut avoir une idée excellente pour la direction à suivre.
si on ne rencontre pas, enfin, n'a pas une volonté politique qui suit, administrative d'en haut, bah, ça va rien donner. Ouais. Mais t'as raison, hein, je te rejoins. En gros, c'est là où, de nouveau, évidemment, il y a des différences, mais au final, c'est des êtres humains qui travaillent dans une grosse structure et tu retrouves énormément de choses. Toute la politique de bureau, à mon avis, c'est exactement la même. Donc, c'est clair. Ça, je te rejoins complètement. Ouais. Et ce qui est important de noter aussi, c'est que souvent on se dit ah mais c'est super lent et on voit les choses de la manière dont ça fonctionne dans notre contexte et on essaye d'en tirer des conclusions sur la manière dont ça devrait fonctionner dans d'autres contextes. Mais à la fois pour les startups, pour les grandes sociétés et pour l'administration, il y a des raisons pour lesquelles ça fonctionne de telle ou telle manière. Et ces raisons mènent à des aspects positifs et des aspects négatifs. Mais les aspects négatifs, pas à 100% du temps, mais souvent, sont là comme un symptôme de raisons qui ont justement leur raison d'être, qui sont là parce qu'il faut qu'elles soient là. Et les symptômes, les conséquences sont parfois malheureuses ou frustrantes, mais ça ne veut pas dire qu'on peut les faire disparaître sans faire disparaître la cause qui, elle, est importante. Peut-être que parfois c'est le cas. Absolument. Et il est possible, mais c'est important à garder à l'esprit aussi, oui. Ouais, peut-être c'est pour dire la chose qui a le plus changé chez moi en tant que personne, la fonction fait la personne, c'est vrai hein, en partie. C'est que quand tu es dans le monde technique, start-up ou des petites entreprises, t'essayes beaucoup. T'essayes, tu fais ça casse, c'est pas grave, on s'en fiche, tu vois, on connaît ça. C'est clair dans l'administration, mais même en tant que toi, tu te dis attends. La décision que je prends, ça peut casser des business. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont investi 1 année ou 2 de leur vie pour faire quelque chose, et la loi que je suis en train d'écrire peut mettre ça en danger. Et donc, tout à coup, tu sais, tu as la tentation de dormir dessus et de se dire, est-ce que vraiment j'ai bien considéré tout? Et non seulement elle est là, mais heureusement qu'elle est là. Tu vois, parce que tu peux pas aller, j'essaye. Si ça casse une poignée de société au passage, c'est pas grave. Et puis on verra, je change demain. Tu vois, donc il faut donner de la confiance, il faut, ouais. Et de l'autre côté, tu as des auditeurs d'émissions comme le Rendez-vous Tech et des animateurs d'émissions comme le Rendez-vous Tech qui vont regarder la manière dont évoluent les choses et qui se disent « Oh, mais l'administration, ils nous emmerdent, ils font pas ce qu'il faut pour changer ça alors qu'on pourrait générer tellement de choses là ou alors ils ont pris telle décision. » Est-ce que ta relation à ce type de sentiment un petit peu de frustration a changé aussi ? Clairement, mais un bout, moi je suis là aussi parce que c'est vrai, disons que parfois c'est vrai, des fois on fait quand on fait, puis il y a personne n'a envie que ça change et puis on garde. Donc ça là je comprends. Ouais. Il y a des moments où je dis toujours, il faut pousser l'administration. Un des secrets, c'est qu'il faut pas hésiter. C'est pour ça que c'est sain d'avoir des gens qui poussent. On dit il faut pas casser les règles de manière stupide ou complètement illégale, mais de pousser les règles, d'utiliser les zones grises. C'est une bonne chose parce que ça force à regarder le monde différemment, ça force à aller de l'avant. Moi, du moment quand je sais que quelque chose est une zone grise et donc pas illégale, j'encourage toujours les gens à explorer si ça a un sens pour eux parce que ça nous aide à comprendre. Et sinon, on peut pas commencer dans l'administration par nous-mêmes. S'il n'y a pas quelque chose du dehors, un besoin du dehors, ça se passe pas. Donc franchement, il faut qu'il y ait une impulsion, sinon l'inertie fait que les choses restent telles qu'elles sont, quoi. Ouais. Et on peut atteindre énormément de choses en proposant, en poussant. Après, il faut proposer de manière intelligente. On ne peut pas arriver en disant voilà, je l'ai fait. Et puis, je pense qu'il y a des exemples. Ouais, vas-y. Non, justement, j'ai un exemple, moi, qui est très personnel parce que c'est la manière dont j'ai développé mon métier de podcasteur. Quand je me suis lancé il y a maintenant plus de 5 ans, le modèle, c'est pas du tout quelque chose d'affreusement technologique. Encore que, peut-être, mais le modèle de soutien participatif au niveau de l'administration fiscale n'existait pas vraiment. Il y avait énormément de gens, de créateurs de contenu qui se lançaient dans ces domaines. Enfin, énormément. Il y en avait quelques-uns, mais énormément d'entre eux faisaient les choses de manière, on va dire, pas très propre et ne déclaraient simplement pas les revenus ou les déclaraient comme revenus sur eux, personnels, et donc n'avaient pas de structure pour gérer ça, et donc ne payaient pas les taxes, les impôts de société, etc. Et moi, donc, j'ai voulu
faire les choses dans les clous parce que j'espère que vous le savez maintenant, je suis un petit peu obsessif-compulsif de l'ordre et donc j'ai fait les choses bien. Mais comment faire pour intégrer les soutiens, donc qui sont assimilés à des dons, alors que les dons, normalement, dans l'administration, au niveau fiscal, c'est imposé à 60%. C'est interdit pour les sociétés, pour des raisons éthiques diverses. On n'a pas le droit de faire des dons à des sociétés, en France en tout cas. Et pour intégrer ça, ça a été hyper compliqué pour le faire bien. Et j'ai eu besoin d'énormément de réflexions, de partenaires. Mais l'administration fiscale, en fait... Tout ça pour dire que la chose n'existait pas et donc il a fallu justement pousser dans les zones un peu moyennement grises pour que les choses évoluent. Et au fur et à mesure, moi je suis arrivé, on va dire, quand les choses avaient commencé à avancer à 20%. Aujourd'hui, c'est très très propre et ça se fait très bien, je crois. Mais moi, en tout cas, on a développé des moyens. Mais pour vous donner une idée, ma femme et moi avons travaillé pendant des semaines, et ma femme est juriste, donc elle a pu faire les choses correctement, mais on a travaillé pendant des semaines avec les juristes de Patreon pour faire un truc qui rentre dans les clous de l'administration française, mais c'était de l'innovation juridique, quoi, de l'innovation fiscale qui nous permettait justement de faire les choses bien sans faire de l'optimisation, mais définir les règles d'utilisation et la manière dont passent les commissions pour que tout soit payé là où il faut, c'était pas facile et c'était une chose qui n'existait pas avant, donc oui, c'est pas exactement ce dont tu parles, mais ouais. Non, mais c'est exactement ça. Parce que si tu veux, tu as un besoin qui est réel, qui est honnête. Tu vois, je veux dire, sincèrement, tout le monde gagne à réfléchir à ça. Comme tu as dit, la situation initiale, elle faisait du sens. Parce que à l'époque, il y avait pourquoi tu aurais faire un don à une société, c'est vrai, c'est juste. Et puis, il a fallu trouver. Je trouve que, écoute, non seulement c'est tellement un bon exemple que je crois que je vais te l'emprunter et te citer dans certaines réunions parce que c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Ouais, c'était vraiment parce qu'en fait, pour expliquer, j'en ai pas vraiment parlé aux auditeurs parce que je sais pas si ça les intéressait, mais le problème c'était que les auditeurs payent une société américaine en plus qui ensuite me reverse une commission. Et donc, la commission, comment je fais pour facturer le truc? Mais en plus de ça, la TVA, où est-ce qu'elle va être payée? Il se trouve que Patreon aide beaucoup là-dessus. Et puis, pourquoi est-ce qu'il paye? Et il paye la société américaine, mais en fait, il faut payer pour un service. Donc, concrètement, vous achetez quelque chose à Patreon qui me reverse une commission. Enfin, mais c'est un montage qui est simple quand on le comprend. Mais au départ, il y a 5 ans, on était vraiment en train de pousser au bord et ce métier n'existait simplement pas. Et même encore aujourd'hui, c'est un peu limite, mais le métier n'existait pas du tout. C'est juste que c'était un truc, quand j'en parlais à mes comptables ou à l'administration, ils me disaient, mais monsieur Béjat, de quoi nous parlez-vous, quoi? Qu'est-ce que vous... Mais bon, bref, voilà. Ouais. Mais tu vois, c'est là où, sincèrement, tu as typiquement là ce qu'il y a d'intéressant à faire. Après, si quelqu'un dans l'administration se dit, attends, on a des nouvelles sources de financement, là, c'est intéressant d'avoir, toi, ce genre de hackathon, ou je sais pas comment l'appeler, parce que c'est pas ça vraiment, mais où tu te mets d'accord, puis tu mets les gens ensemble, et puis tu regardes les dispositions, et puis toi, tu peux te tester, tu peux te dire comment toi tu le traiterais, après, tu en sors avec des bonnes questions. Évidemment, ça ne veut pas dire que le lendemain, tu as les réponses, mais d'un coup, tu mets une machine en marche qui va arriver avec sortir quelque chose à la fin qui, normalement, si c'est bien fait, va correspondre à des besoins. C'est un très, très bon exemple. Bon, revenons sur l'administration dans laquelle tu travailles. Est-ce que il y a d'autres choses qui t'ont surpris ou pas surpris? Ou alors est-ce qu'on passe à... J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de si tu as des contacts avec d'autres administrations dans d'autres pays. On en parlait un tout petit peu avant de lancer l'enregistrement. Ouais, dis-moi si tu as encore des choses que tu retiens de cette transition ou est-ce qu'on passe à autre chose? Non, je pense que le conseil qui est vrai pour tant l'administration que pour tout, en fait, mais c'est peut-être pour conclure ce que tu as dit, c'est qu'il faut arrêter, c'est faux de penser administration en termes de l'administration. On peut le dire quand on parle comme ça au bar, mais quand on a besoin de quelque chose, il faut aller chercher les personnes. Et ça demande du boulot, mais c'est vrai quand on va dans une grosse boîte, c'est vrai n'importe où, mais c'est particulièrement vrai dans l'administration. Il ne faut pas penser que l'administration est d'accord. Nous, on a énormément de discussions en interne. Tous mes collègues dans tous les pays ont des fois des débats vifs. Je veux dire, ça peut être extrêmement virulent.
parce que c'est important et il y a des points de vue très différents. Donc, voilà, il ne faut pas penser, je dois aller à l'Office fédéral de l'aviation civile, donc il n'y a qu'une seule voie. À la fin, oui, à la fin du processus, il y a une seule voie, c'est l'administration, et là, on est tous derrière. Mais quand les processus sont en mouvement, il faut vraiment aller essayer de comprendre les personnes. Mais bon, de nouveau, c'est ce que tu disais des grosses sociétés. Tu parles pas, tu parles pas à Microsoft, tu parles à une personne dans un département, et c'est un bon conseil à garder en tête, à mon avis. Oui, vas-y, pardon. Ouais, non, alors si tu dis pour les administrations internationales, nous, on travaille énormément au niveau européen et même au niveau mondial. Et c'est vrai que tu retrouves les philosophies de développement sont quand même très liées à des choses aussi bêtes, et bêtes, aussi simples, on va dire, que la géographie. Évidemment, pour la Suisse, c'est un petit pays au cœur de l'Europe qui a une couverture, par exemple, de télécommunications qui est pas 100%, mais enfin pas loin, etc. Quand tu es la Finlande, évidemment, d'un coup, tu as un territoire qui est quand même très, très, très différent. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Ce que j'aime bien, c'est que quand on parle avec nos collègues, évidemment, tu as tous les côtés culturels, géographiques, historiques à prendre en compte. Et ça, c'est assez intéressant parce que les mécanismes dessous, ils sont en général les mêmes, les mêmes problèmes, les mêmes personnes, etc. Mais par contre, c'est vrai que comment ça s'exprime, en tout cas en Europe, c'est d'une richesse et d'une variété un peu déconcertante parce que des fois, on aimerait un peu moins. Ça, c'est juste. Mais est-ce que tu as des a priori qui se sont confirmés? Évidemment, je pense à la France parce qu'on aime toujours dire du bien ou du mal du pays dont on vient. Et peut-être la Finlande aussi, parce que c'est vrai que la Finlande est un pays intéressant. C'est un petit peu plus petit, mais ils ont des challenges très importants. On le sait peu, mais la Finlande, c'est une population de 5 millions d'habitants. Mais la superficie du pays est immense et il y a des conditions météorologiques qui font que c'est très 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 compliqué de gérer. C'est un pays qui est compliqué à gérer, quoi, parce que Mais bon, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans ces interactions? Je parle de ces deux pays, mais peut-être qu'on peut parler d'autres aussi. Mais ouais, c'est deux pays très intéressants parce que je pense que typiquement avec la Finlande, on se comprend en tant que Suisse extrêmement facilement. Petit pays, très pragmatique, qui vont aller de l'avant assez facilement. La France Je retiens le mot pragmatique, j'y reviendrai dans un instant. Vas-y, continue. Oui. La France a des difficultés supplémentaires. Déjà, au niveau territorial, vous avez des territoires d'outre-mer et tout ça, donc vous avez une géographie qui est extrêmement compliquée également. On ne peut pas juste dire on fait pour la France sans penser. Oui. Voilà, pour la métropole, exactement. Donc ça, c'est quand même une réalité. Et puis, le fait, nous, on a un gouvernement qui est extrêmement stable, donc il n'y a pas de changement de majorité en Suisse. Ça permet d'éviter aussi des transitions un petit peu plus compliquées. Mais je dirais un autre point, c'est que tout le monde regarde la France en Europe. Si la France décide quelque chose, ça va être commenté, débattu, etc. Quand la Suisse et la Finlande, je ne veux pas manquer de respect à ces deux pays fantastiques, mais quand on fait des choses en tant que les gens vont dire c'est intéressant, c'est sympa, mais ils vont pas commencer à avoir des attitudes extrêmement fortes par rapport à ça. Tandis que la France ou l'Allemagne, les moteurs de l'Europe, c'est pas pour eux. Donc ça, c'est vrai que c'est un enjeu qui est fort. Moi, je suis arrivé au moment où, par exemple, les Royaumes-Unis étaient déjà dans leur Brexit mania, qui est résolu maintenant, peut-être. Oui, après on n'est pas. Élections. Tu sais, il faut jamais dire quelque chose de définitif quand on parle du Brexit. En fait, on enregistre juste avant le vote de mi-décembre, qui devrait a priori donner le vote final, et on diffuse donc en toute fin d'année. Donc, on vous redit bonne année à tous. Mais oui, donc on sait pas vraiment pour le Brexit, mais continue, pardon. C'est ça, mais le coût à payer politiquement pour le Royaume-Uni, dans les réunions, je le vois. C'est-à-dire que les gens peuvent se permettre d'ignorer la position du Royaume-Uni, ce qui, il y a 5 ans, aurait été impensable. C'est comme tu peux pas dire mais la France, ce que dit la France, je m'en fiche complètement, je vais faire autre chose. Tu peux pas. En Europe, tu dois prendre en compte, d'accord ou pas d'accord, mais et c'est plus le cas pour le Royaume-Uni, et ça, c'est quand même assez incroyable. Toi, en termes
de nouveau de perte d'influence, elle est objective là. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ça prend beaucoup de temps. Nous, avec la France, alors la chance que j'ai, c'est que pour ce qui est des drones, on travaille extrêmement bien ensemble. On a un peu la même vision, mais pas du tout la même façon d'implémenter. Donc avec la Finlande, on se comprend de manière automatique. Avec la France, bon, on a plus besoin de se parler pour se comprendre. Puis des fois, c'est que après s'être parlé longtemps qu'on se rend compte qu'on était d'accord, si tu veux. Donc j'aime beaucoup cette description, oui, c'est pas mal du tout. C'est marrant parce que je reviens sur la question du pragmatisme. Ce que tu dis, et avec beaucoup de diplomatie quand même, c'est que, est-ce que tu serais d'accord pour dire qu'on manque un peu de pragmatisme en France, qu'il y a des avantages aussi, mais est-ce que c'est le cas ou pas ? Je pense que c'est clairement la différence entre les pays nordiques en général, où la Suisse est plus proche de cette façon de faire là, des pays du sud de l'Europe. La France a l'avantage d'avoir la capacité à créer des cadres, à créer le système de pensée que ça vient rarement de la Suisse. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'agilité d'implémentation, c'est plus compliqué, ça c'est clair. C'est marrant parce que, tu sais, ça m'a frappé et on l'évoquait. Je suis content que ça sorte dans l'émission parce qu'on l'évoquait un petit peu avant l'enregistrement. Et c'est une chose ça me fait plaisir en fait de mentionner avec toi. Ça me soulage un peu parce que j'ai eu pas mal de frustration ces derniers jours. Encore une fois, on enregistre avant la mi-décembre parce que j'ai voulu parler un petit peu de la question des retraites sur Twitter. Et j'ai voulu, oui, alors super dangereux, je sais, mais moi j'ai vraiment cette volonté de vouloir comprendre et je le fais dans tous les domaines. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une émission en anglais qui s'appelle The Phileas Club. Et dans cette émission, je parle à des gens de plein de pays différents, de plein de cultures et de backgrounds très différents. Et je parle beaucoup avec des gens qui sont d'accord avec moi, mais les plus intéressants, c'est quand je parle avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Et vraiment, l'intention de cette discussion sur Twitter était d'avoir des avis différents et de proposer pas des propositions concrètes, mais de dire ah bah tiens regardez ici ça se passe comme ça et là ça se passe comme ça. Alors poudrière, le sujet est très clivant, etc. J'en suis bien conscient, mais j'ai parlé de sujets très très compliqués sur Twitter avant et j'avais réussi à avoir des discussions, alors que là, ça a été beaucoup plus compliqué. J'en ai été frustré parce que je me suis dit, avec des Français, on devrait pouvoir quand même discuter. Moi, je suis Français, donc c'est quand même bizarre que je puisse parler avec des gens d'autres nationalités qui me sont un petit peu moins familiers qu'avec les Français, mais le point auquel je veux en venir, c'est que je prenais l'exemple de la Finlande. Peu importe le sujet des retraites lui-même, je crois que c'est pas on va pas épiloguer sur ce point précis, mais je prenais l'exemple de la Finlande et je disais, en Finlande, il y a un pragmatisme que je retrouve pas en France. Et il y a plein de gens qui ont sauté sur le terme et sur l'idée que je présentais un autre aspect de ce problème et que c'était quelque chose de hautain, comment dire, je ne sais pas s'ils employaient le terme méprisant, mais c'était un petit peu l'idée qui en ressortait. Et j'étais très démuni par rapport à ça parce que moi je disais mais j'ai l'exemple de plusieurs implémentations d'un système et d'une manière générale, j'ai souvent, parce que j'ai peut-être une vision un petit peu plus internationale que d'autres, et j'essaye de voir comment ça se fait ailleurs, je vois plusieurs systèmes pour mieux comprendre le nôtre. Et c'est pas que au niveau des retraites, c'est plein de choses. Et moi, la logique me dit, si on voit plusieurs versions d'une chose, on va mieux comprendre cette chose-là. Je veux dire, si vous avez, je sais pas moi, plusieurs systèmes d'éducation, on va essayer, plutôt que de rester coincé sur un seul et de n'en voir qu'un seul, on va en voir 5. Et puis, ça va nous permettre de tirer des enseignements. Mais pour tout, pour l'administration, pour la cuisine, pour la mode, pour tout, c'est évident. Et il y a plein de gens qui me disaient « Oh, Patrick, monsieur international, tu viens nous apprendre la vie, machin ». Et j'étais vraiment démuni parce que je ne savais pas quoi répondre. Mon intention, évidemment, n'était pas de dire « je sais mieux que vous », parce que ce n'est pas le cas. C'est juste que j'ai d'autres exemples et je me dis « ah, mais là, regardez, ça marche un petit peu
comme ça différemment. Peut-être qu'il y a des choses qu'on peut comprendre. Et évidemment, encore une fois, le sujet des retraites est un sujet hyper explosif. Donc, c'est pas le meilleur sujet pour en parler. Mais c'est justement dans les questions qui sont problématiques qu'on va avoir des enseignements à tirer, d'aller voir ailleurs. Et je comprends pas, moi, j'ai essayé d'expliquer ça. Il y a vraiment un moment où, quand on va voir dans d'autres choses, on comprend mieux là d'où on vient, même culturellement. Et c'est une chose que quand on est dans un grand pays, les États-Unis, c'est le premier d'entre eux, ils sont très, très, très coincés sur leur vision des choses et ils comprennent pas quand on essaye de leur montrer qu'il y a une autre manière de voir les choses. Et je pense qu'en France, il y a un petit peu de ça aussi, parce que la France est un pays, certes, moins grand, moins puissant, moins influent que les États-Unis, mais quand même un pays dont la culture est importante et qui est très autosuffisant. Et c'est pour moi un problème culturel, même si on a aussi d'autres avantages, que je constate. Et du coup, le fait que tu me parles de tout ça me permet de te poser la question, est-ce que toi, tu as ce constat aussi, ou est-ce que c'est moi qui suis sur mon cheval de snobisme parce que j'ai vécu dans différents pays ? Non, mais je pense qu'on revient à l'histoire, à la géographie, etc. C'est-à-dire que oui, clairement, les petits pays, par essence, en tout cas, ceux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, sont plus pragmatiques, et c'est vrai, le mot est juste à mon avis, mais parce que tu n'as pas le choix. Toi, prenons l'exemple. La Suisse veut influencer l'Europe sur un domaine. Déjà, on fait pas partie de l'Europe. Donc, c'est pas en arrivant et disant bon, hey, tout le monde, c'est comme ça qu'on va faire que ça va marcher. Donc, il faut faire beaucoup de compromis. On a l'habitude de le faire en interne. On va discuter, trouver des alliés, trouver des façons de faire. Et c'est clair qu'à la fin, la solution qu'on a en tête va jamais être la même que celle qu'on avait au début. Donc, nous, c'est notre pain quotidien. La Finlande, c'est la même chose. On trouve les alliés, alors il y a les pays nordiques, on se met d'accord, et puis on arrive à aller de l'avant. La France a moins besoin de faire ça. Au-delà de la culture protestante, je pense qu'il joue aussi, mais la Finlande a le problème de la Russie qui est juste à côté et qui est un voisin très, très, très dangereux, donc il faut être pragmatique, là encore, si on veut survivre. Mais oui, tu dis la France a moins besoin de ça. La France a plus la capacité à faire passer des solutions directement. Par contre, pour que cette solution passe, elle doit être extrêmement bien argumentée. Donc, elle doit être bien pensée, bien faite. Donc, quand la France arrive, c'est souvent avec un paquet qui est complet, qui est un peu définitif, un peu plus que ce qu'on amènerait nous. Mais voilà, donc du coup, c'est vrai que ça amène une toute autre façon de se positionner et moins besoin de faire des compromis. Donc après, pourquoi le côté pragmatique, c'est vrai peut-être pour pas être méprisant, mais je pense que ce qu'on veut dire, c'est cette capacité à faire des compromis, à pas être tout à fait à 100% dans la vision qu'on avait. Ça, je pense qu'effectivement, certains pays l'ont plus. Mais ce qui est marrant, c'est que ça se retrouve dans la population aussi. C'est pas que au niveau des décisions politiques d'envergure. Ça se retrouve, je pense, dans la population à tous les niveaux. Et ouais, mais enfin, bon, bref, on va pas passer toute la fin de l'épisode là-dessus, mais c'est vrai que pour moi, cette idée que on se refuserait la richesse de voir plusieurs versions. C'est comme se dire, je vais voir je voudrais comprendre le cinéma, donc je vais regarder les films Marvel. Et voilà, et je vais tout comprendre au cinéma. Bah non, enfin évidemment, moi j'aime beaucoup les films Marvel, mais tu comprends pas le cinéma si t'as vu que les films Marvel. Je caricature évidemment, mais c'est un petit peu dans cette direction que je vais. Quand tu vois comment ça se passe dans différents pays, tu comprends mieux comment ça se passe dans le tien, et ça s'applique à tout. Donc, bon, bref, mais oui. Je vais peut-être te donner un exemple pour montrer ce que j'entends vraiment, parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu abstrait puis qu'on peut mal comprendre. On a, nous, un document de base pour l'intégration des drones, là, je reviens vraiment au sujet, qui est... Et on va conclure avec ça sera très bien. Voilà. Un ConOps. Un ConOps, c'est un Concept of Operations, donc un concept d'opération, et ça va dire, il y a tel service qui fait ça, ceux qui utilisent sont telle et telle société, telle et telle personne, la police, bref. Donc ça donne un petit peu une vision du système en général, quoi. Typiquement, en Suisse, on a lu le ConOps des États-Unis, qui vient de la NASA. On s'est dit, franchement, 85%, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on voit, on trouve ça bien. Donc, en gros, on l'a repris tel quel, et puis on a changé un petit peu les bouts où il fallait s'adapter à notre pays.
Et ça, c'est ce que je dirais est une option pragmatique. C'est-à-dire de dire, bon, bah, si c'est là et que ça marche et qu'on aime, pourquoi s'embêter, toi, c'est une position qui est plus compliquée pour des grands pays comme la France, qui va dire, attends, on va faire notre truc, c'est notre vision du monde, c'est notre influence dans le monde, etc. Donc, tu vois, je pense que pour nous, quand je dis pragmatique, c'est ça que je veux dire. Si on a un standard qui vient d'Asie ou des États-Unis ou des trucs, et que ça nous va, on le prend et on dit, voilà, on va essayer de l'influencer un petit peu, mais on va aller là où ça se passe. Je pense que cette notion-là est différente pour un pays comme la France, mais par son rôle dans l'histoire, etc. De nouveau, je veux pas. Non, mais évidemment, il y a plein de raisons, il y a plein d'explications, mais tu sais, ça s'applique à tout le monde. Moi, je prends, comment dire, j'ai des discussions interminables avec des Américains ou des gens d'autres pays en leur expliquant des principes qui fonctionnent chez nous en France. Et dont je leur dis, mais peut-être qu'il faudrait s'inspirer de ça. Il y a plein de choses qui sont super bien en France. Et 100% d'accord. Ouais. Nous, souvent, d'ailleurs, on prend aussi des choses qui viennent de France. Je dis, ça marche dans toutes les directions. Ouais. Vive la France, et la Suisse, et la Belgique, et le Canada francophone. Et du coup, je me suis lancé, maintenant, je vais en oublier. Et tous les pays, attends, maintenant, il faut que tu fasses tous les pays d'Afrique francophone. Donc, attends, vas-y, je te laisse. On se revoit dans 5 minutes. Exactement. Non, mais bon, au-delà de ça, c'est vrai que c'est des... Bon, bref. OK. Merci, Benoît. Mais en tout cas, intéressant. Je suis curieux d'avoir le retour de tes auditeurs, voir si on a bien traduit nos pensées ou si on n'a pas réussi. Là, je suis curieux, vraiment. Quoi. Je crois, tu sais, le problème, c'est qu'il y a vraiment une question, et c'est de là que vient cette idée de snobisme ou de prendre les gens de haut. C'est que je crois qu'il y a vraiment un phénomène sociétal plutôt, qui est que quand on connaît qu'une seule chose, c'est la seule chose qu'on connaît et on ne peut pas imaginer comment ça se passe autrement. Et c'est le cas dans tous les domaines. Et quand on a vécu en France toute sa vie, qu'on a une culture quasiment exclusivement française, quand je viens voir quelqu'un et que je vais lui dire « Non, mais sors un peu de ton pays », je caricature là encore, ils vont dire « Mais attends, mais va te faire foutre. Moi, je n'ai pas de raison de faire ceci. » Et c'est vraiment quand on en sort, et c'est pour ça que de nombreux expatriés vont écouter ce que j'en dis là, et vont me dire « Ah, mais oui, tout à fait, Patrick. » Et il y a plein de gens qui vont dire « Ah, mais ça, c'est encore un discours d'élitiste, start-upien, de droite, qui d'ailleurs... bon, bref, c'est une question bobo politique, finlandais. Voilà, de bobo. Monsieur vit en Finlande, machin, et monsieur a voyagé, donc il se croit meilleur que nous. Mais c'est pas ça. C'est juste que quand tu as la confrontation forcée avec d'autres cultures, tu changes de manière de penser. Et avant de l'avoir fait, tu peux pas... Et il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses qui sont... je sais pas, quand tu découvres un nouveau type de cuisine, des nouveaux goûts que tu connaissais pas avant, bah avant de les découvrir, tu les connaissais pas, donc tu pouvais pas vraiment les imaginer. Et je peux pas expliquer la chose concrètement parce que c'est des choses qu'on peut pas comprendre si on les a pas vécues. Et donc c'est compliqué. Mais ça veut pas dire que... Bon, bref. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont être frustrés de ce que j'essaye d'expliquer, mais je le fais vraiment. J'essaye d'être aussi objectif que possible. Je ne sais pas si j'y arrive. En tout cas, c'est l'idée. Mais... Bon, et ça veut pas dire que... Bravo de le faire. Ça veut pas dire que j'ai plus raison que d'autres. C'est juste que pour moi, il y a des données à prendre en compte qu'on prend pas en compte quand on limite sa vision. Et c'est dommage. Et c'est dommage dans tous les domaines. Et c'est marrant parce que ça se ressent vraiment, et peut-être que ça, c'est le truc qui parlera aux gens, ça se ressent dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais, dans tous les podcasts que je fais, j'inclus toujours cette idée que on va aller chercher les avis d'autres personnes, pas forcément pour les prendre comme une règle d'or. Au contraire, souvent je vais chercher les avis d'autres personnes dans les podcasts tech, dans les podcasts de jeux vidéo, dans les podcasts plus politiques comme The Phileas Club. Et je vais dire, bon, écoute, ok, on t'a entendu, très bien, maintenant, je suis pas d'accord, mais très bien. Mais souvent, j'entends un truc et je me dis, ah, j'avais jamais pensé à la chose comme ça. Et c'est vrai que ça veut pas dire que je vais complètement adopter cette nouvelle façon de voir les choses, mais il y a quelques éléments, comme tu le disais avec cette histoire de
c'est pas Spec Ops, mais je joue trop à des jeux, où tu vas adapter et puis tu vas voir des choses et tu vas dire ah ouais, je pourrais les faire comme ça. Et dans les émissions sur les sujets tech, qu'ils soient compliqués ou pas, je le fais souvent, j'essaye de le proposer aux auditeurs, je le fais dans les émissions sur le jeu vidéo même, qui est pas forcément hyper controversé, et ça se retrouve dans tout ce que je fais. Donc c'est vraiment quelque chose qui est qui fait partie de ma personne. Donc j'espère que même si vous n'êtes pas d'accord avec la manière de présenter ça pour la question culturelle française ou pas française, j'espère que vous appréciez cet aspect de ma personnalité dans mon travail, dans ce que je fais professionnellement, et qu'au moins ça vous apporte ça. Donc bref. J'arrête mon monologue. Merci d'avoir été avec nous, Benoît. Un truc que tu veux dire en conclusion, peut-être, sur tous ces sujets ? Alors si peut-être l'appel, donc celles et ceux qui sont encore là sont des mordus d'administration, donc déjà félicitations, mais si vous avez des exemples, parce que comme tu l'as dit, il y a tellement de variétés de choses qui ont fonctionné, où l'administration a été un moteur pour une innovation bien pensée, intelligente, bien conçue, quel que soit le domaine, quelle que soit la géographie ou même l'époque, ça peut dater du Moyen-Âge, ça me va aussi, je suis preneur. C'est vraiment ce qui m'intéresse en ce moment. Donc, n'hésitez pas, @bkurdi sur Twitter, pour me pointer vers quelque chose qui vous semble pertinent. Merci beaucoup Benoît. Donc Bekurdi sur Twitter, le lien sera dans les notes de l'émission. Je conclus moi aussi peut-être en remerciant tous ceux qui travaillent dans l'administration publique, parce qu'on dit beaucoup de mal, on a des images assez caricaturales de ces gens-là, mais ce sont généralement et souvent des gens qui sont tout à fait passionnés par ce qu'ils font, qui le font justement parce qu'ils veulent. C'est des métiers souvent où elle a bon dos la sécurité de l'emploi, c'est pas la seule raison pour laquelle on se lance dans ce type de carrière. C'est des choses qui sont pas hyper considérées, mais des choses qui sont hyper nécessaires et qui font un travail important. Et dans le contexte actuel de la tech, qui est encore moins facile qu'avant, donc je lève mon chapeau à ces gens-là, qu'ils soient en Suisse, en France ou dans d'autres pays. Merci à vous tous. Vous faites quelque chose de vraiment nécessaire et d'important. Si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est NotePatrick, sur Twitter, Facebook et Instagram aussi d'ailleurs, c'est NotePatrick partout. Frenchspin.fr pour les émissions que je produis. Il y a le rendez-vous jeu d'ailleurs. On vient de diffuser notre podcast des jeux de l'année 2019. Donc si vous voulez savoir quel jeu était sympathique cette année, allez écouter cet épisode. Même si vous n'écoutez pas en général les émissions de jeux vidéo, je pense que cet épisode-là spécifiquement pourrait vous intéresser. Et puis, venez commenter sur frenchspin.fr sur cet épisode spécifiquement, si on a dit des choses intéressantes ou des choses qui vous ont parlé ou pas, ou si vous n'êtes pas d'accord. Je serai très heureux d'entendre vos raisonnements et ce que vous avez à nous dire. Et puis, on se retrouve pour l'émission classique dans une semaine, tout simplement. Dans une semaine, avec le retour aux affaires. Ça va recommencer très bientôt avec en janvier différents salons bien connus où on va avoir des choses dont on va discuter. Je conclus en disant que si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez le faire sur patreon.com/rdvtech. Comme toujours, n'oubliez pas, c'est facile, rapide et ça permet à l'émission d'exister telle qu'elle est. Donc un grand merci à tous ceux qui le font. On vous fait de grosses bises et on vous dit à dans une semaine. Ciao, ciao. Pour avoir un site internet bien conçu, bien référencé et bien sécurisé, il y a ceux qui galèrent bien, mais alors vraiment bien. Et puis il y a les autres, ceux qui veulent créer eux-mêmes leur site facilement avec un outil intuitif, et ceux qui préfèrent ne rien faire. Pour eux, One & One Yonos s'occupe de tout. En plus, avec One & One Yonos, on peut toujours faire appel à son conseiller personnel, comme s'il était dans le bureau d'à côté. À choisir, vous préférez quoi ? Un tuto ou un conseiller que vous finirez par tutoyer ? À bientôt sur ionos.fr/podcast. Bonne écoute.